entre les éléphants. C'est pas partout qu'on peut être comme ça, en contact, malheureusement pas réel, mais enfin quand même désiré, avec des animaux, tout simplement. Donc je suis très heureux d'être dans le... On est dans le muséum, ici j'étais jamais venu, hein, c'est la première fois. Et d'avoir pu discuter un peu avec la personne qui s'en occupe, monsieur Sébastien, et comprendre qu'il y a un privilège qui est donné à quelque chose qui est le vivant à proprement parler, le comportement, plutôt que le nombre des espèces que l'on collectionne depuis toujours. Hein. Vous savez, moi j'ai appris aussi à faire ça, c'est-à-dire à tuer pour collectionner. C'était avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris, pour les lépidoptères et d'autres, les insectes, des coléoptères et tout. Mais pour les connaître, il faut les tuer. Il y a un truc qui ne va pas. Il faudrait plutôt qu'on observe leur comportement, qu'on comprenne comment ça fonctionne complètement, réellement. Et c'est assez facile avec certains insectes qui ont une certaine position visuelle, beauté, une taille. Puis il y en a d'autres où c'est pas toujours des insectes, c'est quelquefois des micro-organismes, enfin bref, qui sont cachés, qu'on ne voit pas, qui sont dans le sol, par exemple. Et là, c'est extraordinaire, quand on le découvre, de voir à quel point il y a une diversité, une biomasse incroyable, invisible. Et comme on ne sait pas qu'elle existe vraiment, on peut faire n'importe quoi, tuer sans le savoir, là pour le coup. C'est pas en le voulant. Mais quand on apprend que c'est dangereux d'avoir fait ça parce que tout l'écosystème en dépend, et que nous dépendons de cet écosystème, alors là, on change de regard complètement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y ait ici, je ne sais plus quoi, c'est combien ? 2028. Merci. Ah, il a deviné ce que j'allais dire. 2028. Une capitale européenne de l'agriculture. Voilà. Une CEC. CEC. Et qu'il pourrait y avoir quelque chose de portée assez haut niveau sur la question même de cette biodiversité que nous ne connaissons pas forcément, quelquefois pas du tout, avec une pédagogie là-dessus. Et qui est très aussi rare, particulier, c'est la commande d'un jardin qui n'est pas vraiment un jardin au sens traditionnel, bien sûr, mais un espace de liberté pour cette diversité. C'est ça le tiers-paysage. Alors je vais vous donner juste quelques explications avec des images sur deux notions, le tiers-paysage en question et puis le jardin planétaire ou les écoles du jardin planétaire. Le tiers-paysage, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Il s'agit le résultat d'une étude que j'avais commencée autour du lac de Vassivière. Vous voyez le site. Et c'était à la demande du directeur Guy Tortosa à l'époque, m'avait demandé de faire ça. Il y avait 12 communes sur lesquelles je suis intervenu, enfin j'ai regardé comment ça se passait. Et j'avais analysé ce paysage comme étant complètement binaire, c'est-à-dire... tu fais quoi là ? Je vais faire ton... Tu vas faire le machin. Il faut une image. Ben oui. Mais t'es pas obligé, hein, cela dit. Je suis pas obligé. Non. Les nuages, c'est des changements de chapitre, hein, vous inquiétez pas. Ça passe ou pas ? Voilà. Ouais, très bien. C'est même en italien pour Paola. Oui. Et donc, je fais cette analyse, je dis binaire parce qu'il y a eu énormément de plantations de Douglas dans cette région. Donc vous avez des forêts, et un peu sombres comme ça, je regarde en dessous, pas de diversité, rien. Et puis des points de lumière qui sont les prairies, avec des vaches, c'est tout. Donc je cherche la diversité, presque rien. Et finalement, je la trouve là où il n'y a pas d'intervention humaine, pas du tout. Sur des sommets très secs, le bord des rives, dans des endroits qui sont d'anciennes tourbières ou un peu maltraités, quelquefois transformés en poubelles, mais il y a quand même une grande diversité. Bref, je dis c'est là où on n'est pas intervenu que se réfugient toutes les espèces qui correspondent à la diversité dans le biotope local, avec un sol acide, etc. Et je fais une cartographie de ça, puis je l'explique, mais je dis mais comment ça s'appelle ce truc ? Parce que paysage binaire, ombre, lumière,
mais moi je cherche la vie. Et je dis, bon, bah, c'est le troisième paysage, celui de la diversité. Mais la diversité, elle est dans des lieux très, très, très différents. C'est pas paysagèrement définissable. Donc je l'ai appelé le troisième paysage, celui de la vie, celui de la diversité. Mais finalement, non, le tiers, en référence à Sieyès au moment de la Révolution, qui parlait des tiers-états, et qui dit, ben oui, le tiers-état, c'est tout le monde, hein. C'est la diversité humaine. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Pas grand-chose, hein. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Alors je ne pourrais pas dire que cette diversité que nous menaçons tout le temps aspire à devenir quelque chose, mais qu'au moins elle existe quand on a compris qu'elle était importante pour nous, on se permet de vouloir la connaître et la protéger. Et à ce moment-là, je déclare que les espaces en question sur lesquels on ne fait rien en jetant un œil distant et méprisant sur ces lieux, devient un trésor. Les lieux où l'on n'intervient pas sont des trésors, parce qu'ils sont des territoires d'accueil à une diversité chassée de partout ailleurs. Alors évidemment, ce n'était pas prévu comme ça, mais moi non plus, je n'avais pas imaginé, mais j'ai écrit très vite, c'était une semaine, jamais fait un texte aussi court, manifeste du tiers paysage, parce qu'effectivement ça se présente comme un peu comme un manifeste. Bon, et puis il se trouve que c'est ce petit ouvrage qui est le plus traduit dans plein de langues, parce que probablement que ça change le regard, ça intrigue, mais ça correspond surtout à quelque chose de vivant très important. Aujourd'hui, on est, depuis déjà pas mal de temps, dans une difficulté de transformer la lecture. C'est pas toujours facile de dire « Ah, ben, cette herbe qui est là, hein, elle s'appelle comme ça, et vous devez comprendre qu'elle joue un rôle parce qu'il y a une chenille qui vient la manger, il y a un oiseau qui vient manger la chenille, il y a je sais pas quoi, enfin on rentre dans l'écosystème. Ça c'est intéressant quand on l'apprend. Quand on ne sait pas, on dit c'est une mauvaise herbe. Et faire le changement de lecture est très très dur. Dans la ville de Grenoble, où ils avaient eu cette difficulté-là parce qu'ils avaient arrêté les pesticides, les herbicides, il y avait plein de plantes qui poussaient entre les pavés, etc. Et finalement, ils se sont plaints, ils ont demandé un conseil, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi j'avais dit, il faudrait faire une école de la reconnaissance de la diversité en ville. À partir du moment où les gens ont compris comment ça s'appelle, à quoi ça sert, c'est regarder autrement. Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont fait quelque chose d'autre que je n'avais pas prévu. Ils ont demandé aux jardiniers de faire le rôle de la médiation. Ils sont devenus médiateurs. Ils ont expliqué aux habitants. Terminé, il n'y avait pas besoin de faire une école spéciale. Mais un peu plus tard, quand j'ai parlé de cette aventure-là, ailleurs, c'est dans l'Essonne, on m'a dit, et le maire de l'époque, « Ah, je vais faire l'école ». Et il l'a baptisée École du Jardin Planétaire. Alors c'était un peu prétentieux, mais il y avait un lien, quand même, on est sur le vivant. Donc je vous montre des images ici pour... C'est... La flèche. Oui, la flèche. À voir. Bon, là, vous voyez rien à peu près, mais enfin, disons que c'est une prairie que vous abandonnez, comme on peut en avoir dans le terrain qu'on a vu là récemment. Vous l'abandonnez, elle pousse et elle devient une friche armée, c'est-à-dire quelque chose qui a une certaine richesse, avec aussi le début des ronces qui arrivent. Et le rôle positif de la ronce est de protéger les prédateurs des jeunes arbres qui, eux, sont protégés par les massifs épineux. C'est très important dans l'histoire. Là, voilà, vous avez en haut des ronciers, des jeunes ligneux qui poussent. On ne les voit pas sur les dessins, la photo n'est pas très bonne, mais enfin bon, je vous le dis. Et là, un chevreuil qui va venir, il va pas aller se piquer. Ça ne lui plaît pas du tout. J'avais fait des photos il y a très très longtemps comme ça dans les Alpes d'un endroit extraordinaire où on voyait à quel point les jeunes, c'était des frênes, enfin bon, qui se mettaient au milieu du roncier, étaient très beaux dans le milieu, très très abîmés sur les bords. Enfin voilà, on était en rapport à la prédation, tout simplement. Et ça devient une forêt. Alors ça devient une forêt, sauf que dans certains cas, il peut y avoir quelque chose qui empêche des arbres de pousser, il y a des éléments de clairière parfois. Mais enfin, dans nos sols et sous nos climats, on a presque toujours l'arrivée d'une forêt. Si on ne fait rien, on fait une forêt. Si on ne fait rien, donc, on est utile à tous.
puisque ne rien faire, ça veut dire faire une forêt, donc de l'oxygène. Ça, c'est pas quelque chose qui est enseigné, hein, d'habitude, mais c'est juste la réalité, biologiquement parlant. Alors, quelquefois, il y a la disparition de plantes qui sont héliophiles, qui ont besoin de lumière, et là-dessous, vous n'avez plus grand-chose en diversité, apparemment, hein, parce que vous avez la diversité des arbres en ligneux, et au niveau du sol, bon, pas grand-chose, c'est juste à l'état de graines. C'est toujours là, mais ça dort. Pour que ça revienne à pousser, il faut qu'il y ait un effondrement, un volis, ou quelque chose où la lumière revient, les arbres tombent, et à ce moment-là, vous voyez revenir plein de choses. Les digitales, chez nous, elles arrivent comme ça immédiatement, dès qu'il y a 3 arbres qui tombent, hein, vous connaissez. Donc cette diversité ne disparaît pas. Alors, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Oui. Dans la région que j'habite, qui est la Creuse, il y a un phénomène, enfin un mécanisme que j'ai pu observer sur un temps d'environ une cinquantaine d'années, où j'ai vu arriver des arbres. Il y en avait là au départ qui étaient en bordure du lac ou de la rivière, en haie dans les parties un petit peu comme ça, pâturées, cultivées, mais c'est tout, quelques bosquets. Et puis les vaches venaient, hein, les moutons, les chèvres dans les pentes. Alors c'était évidemment un paysage ouvert. Et quelques années après, ça s'est fermé, parce que les animaux ne sont plus venus quand les machines sont arrivées. Et ce qui est très intéressant, c'est que la biomasse boisée, qui est en général dans les pentes les plus fortes, elle est devenue très importante aujourd'hui, encore aujourd'hui. On a la chance d'avoir des forêts qui sont le résultat de l'inversion du paysage. Les terrains les plus commodes se sont ouverts au point qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est le remembrement. Mais les plus incommodes se sont fermés. Et ça, c'est la forêt. Donc, tiers paysage en action vers la masse forestière. Bon, ça, c'est la vallée, la Creuse, le lac auquel, voilà, je ne vais pas vous passer là-dessus. Mais voilà une photo d'une image où il y avait, au début, des lieux pâturés. Vraiment, hein, moi, je suis allé avec les paysans du coin, avec les vaches, et même les vaches en dahu, hein, vous voyez le truc, et les moutons, les chèvres. Oui. Et bon, et puis c'est devenu, alors là, c'est une photo où vous voyez des fougères brunes, enfin rousses, en fin d'été, mais d'habitude c'était des bruyères, et les peintres venaient, ça s'appelle la vallée des peintres, hein, pour faire ces tableaux à partir de la couleur des bruyères. Ils ne viendraient pas aujourd'hui, hein. C'est une forêt qui est pas mal non plus, hein. Ça, c'est une tapisserie que j'ai faite à la demande d'Aubusson, fait à Felletin, mais bon, qui traduit l'importance de cette diversité dans les endroits en pente. Elle est là, c'est la roseille qui se jette dans la Creuse, et toutes les activités humaines sont ici en gris. C'était une caricature presque, mais du principe du tiers paysage, mais au moins on voit avec les couleurs. Alors, le lac de Vassivière, avec la diversité, vous avez derrière la partie boisée, extrêmement monotone, monospécifique, Douglas, point, mais qui est facile à exploiter. Et puis tout au bord, une diversité qui s'installe petit à petit, et qui deviendra une forêt intéressante, quelquefois même très riche au niveau du sol, avec des plantes carnivores. C'est pas évident, des drosera, mais on les voit. Le long des haies, dans des endroits qui n'ont pas été complètement déboisés, il y a des démonstrations du rôle de certains végétaux à un point que visuellement on voit de quoi il s'agit, c'est spectaculaire, mais on ne nous l'enseigne pas. Vous voyez qu'ici, le champ de maïs, c'est un champ de maïs, hein, ça, il est grillé complètement, voilà, c'était les périodes de sécheresse, mais pas au contact du système racinaire des arbres qui maintiennent l'humidité dans le sol. Pourquoi on ne nous dit pas ça? On le constate, on le voit quand on peut prendre une photo comme celle-là, mais le déboisement systématique, la suppression des haies, tout ça pour aller plus vite avec des grosses machines, le rendement, la névrose de la performance détruit. Juste à ce propos d'ailleurs, je vous conseille un livre, un petit tract de Gallimard, mais minuscule, qui s'appelle Antidote au culte de la performance.
Il vient d'être, il y a 2 ans, hein, c'est récent, il s'appelle Olivier Amand, à Charrière-Maïté. Il travaille à l'INRAE. Il a du courage. Hein. Voilà. Donc cette diversité est capable d'aller partout là où il y a quelque chose qui est possible d'un point de vue biologique, comment le sol leur permet d'aller. Une graminée comme celle-ci, que chez nous on cultive en pépinière, ça c'est la ville de... C'est en Australie, j'ai oublié le nom. Enfin bon. Hein? Non, c'est pas Sydney. Hein? Non plus. Peu importe, hein. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'avais vu ça aux US, c'est extraordinaire, mais chez nous, elle est très mal vue là-bas. Hein. Dans des endroits en délaissés, justement, mais elle n'est pas acceptée. Chez nous, on la vend en pépinière. Donc ça dépend. Son rôle de star ou pas. Dans les délaissés chez nous, ça c'est après l'Arche de la Défense, on est au nord, à l'ouest de Paris. Des plantes exotiques d'ailleurs sont venues s'installer dans des endroits où c'est pas facile à gérer, mais c'est pas très embêtant d'avoir une diversité qui s'installe. Demain, je dois faire une conférence à Cieux. C'est comme les cieux. Ce sont les monts de Blon. Vous connaissez? Non. Ben moi non plus. J'y vais demain. Et c'est sur les plantes invasives. Enfin, invasive, hein, ça veut dire envahissante, mais c'est un anglicisme très péjoratif. Et c'est très difficile de tenir un discours là-dessus, quoi. Quand on sait que tout change, hein, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est une photo prise à Bucarest. L'ancien projet de Ceausescu qui n'a pas marché, un lac immense de je ne sais pas combien de kilomètres, qui est devenu une réserve naturelle, parce qu'il n'a été jamais réalisé, puisqu'il est mort en même temps. Et là, pour le coup, on voit une forêt qui s'est installée dans un milieu humide, avec les bordures qui étaient créées en béton, tout va bien. Mais heureusement, les végétaux arrivent à prendre le dessus. Et ça, c'est une carrière qui est assez connue aujourd'hui, qui est à Nantes, la carrière Meuse-Misérie, avec une extraordinaire cascade de lierre. J'avais jamais vu ça. Hein. Elle a été abandonnée et c'est devenu entièrement végétalisé. Récupéré. Alors, ils avaient fait un projet qui était de lotissement pour arriver à avoir plus de bâtiments. Alors, on s'est caché tout alors qu'on est sur la tête du programme du parcours de biodiversité à Nantes. C'était dommage de se priver de ça. Et finalement, ils ont gardé. Mais ils ont mis une cascade au milieu parce que ça fait plus chic. C'est pour les artificiels, donc voilà. Mais c'est pas grave, parce que finalement, quand même, il y a une diversité qui reste. On a un jardin qui est tout fait, hein, là. Avec, comme vous voyez, des arbres qui poussent dans le sol un peu bétonné. Donc c'était simple disons, avec une résolution esthétique correcte, d'en faire un jardin, un parc, quoi, public. Enfin, sauf que il faut faire quelque chose quand même. Que vous voyez peut-être ce qu'il faut enlever. Ah non, pas les arbres. Non, le machin bleu, là. Et, qui sert à rien en plus. Parce qu'il était abandonné, bon, il ne servait plus trop. Alors j'ai dit que je proposais qu'on l'enlève, qu'on voit la Loire, parce que s'il y a eu une espèce de politique de recours à la vision de la Loire et à l'accès, ben voilà, c'était parfait. Et puis le parking, la voiture, à droite, pareil, qu'on enlève ces trucs. Bon, j'ai pas eu le droit. Parce que ce bâtiment est sacré, classé, je sais pas quoi. Parce qu'il a été construit par Henbick, qui est l'inventeur du béton armé. Vous voyez, c'est pas grave, ça, on garde un petit bout. Puis on va montrer comment c'est fait, le béton armé, puis on va aller jusqu'à la Loire. J'ai fait un petit dessin, un petit projet à l'époque pour ça. Bon, ça n'a pas été réalisé comme ça, hein. Mais ils ne savent toujours pas comment s'en sortir, parce qu'ils vont arriver un jour à faire ça. Vous voyez, le projet, il est là. On va dans l'autre sens, mais enfin bon, il reste un petit machin du Cap, là, qui est un grand bâtiment qui bouchait la vue. On fait un accès ici, voilà, on pourrait arriver par la Loire, et ça devient un jardin. Bon, c'était un rêve, hein. Mais c'était juste pour vous dire qu'il y a une possibilité d'utiliser la richesse d'une dynamique végétale qui s'est installée depuis 40 ans, 50 ans, et qui est donc un tiers paysage,
en faisant des aménagements secondaires pas très importants. Bon, ça se fera peut-être. Hein. Ça, c'était une cartographie sur le pourtour est de Paris, avec en rouge ce qui est abandonné, en vert ce qui ne l'est pas. Et si on les accumule, ça fait ça. Et là, les oiseaux, ils le font. Eux, ils sont d'accord. Eux, ils vont de l'un à l'autre. Et tous les insectes, etc. Donc pourquoi nous, avec notre regard, nous donnons deux couleurs? Une qu'on accepte et l'autre qu'on refuse. Pour échanger. Aujourd'hui, dans des villes, ça c'est à Paris, il y a des plantations même qui se font dans des endroits où il n'y en avait jamais. Hein. Alors là, on a une petite strate herbacée organisée, bizarrement clôturée, mais enfin bon. Et là, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a laissé venir les plantes. Enfin, on n'a rien, on n'a pas planté. Mais il y a quelque chose. Après, c'est la gestion de ça. C'est la question d'abord, est-ce que le public l'accepte? Et comment est-ce que c'est géré quand même? Parce qu'il y a les chiens qui viennent s'amuser à faire un petit machin, etc. Ça fonctionne pas trop mal. Hein. Ça a fait des progrès. Ça, c'est le premier, je veux dire, projet tiers paysage que j'ai mis en place. C'était la ville de Lille, le parc Matisse, avec l'ancienne colline des gravats de la construction de la gare Lille-Europe, qui finalement il voulait l'enlever. Moi, je disais, c'est dommage, on va garder le relief, on va faire un plateau, et puis bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'avais imaginé une série floristique issue d'un biome, enfin de plantes du nord de la planète, avec tous les différents continents dans le biome climat tempéré. Donc une diversité malgré tout. Puis ça ne s'est pas fait comme ça, il n'y avait pas d'argent et les plantes sont arrivées toutes seules, en très grande majorité. Voilà, puis finalement ça marche. Oui. Mais sauf que là, est-ce que vous voyez la barre de logement derrière en blanc, là, elle n'existait pas, elle n'était pas prévue. Et les habitants ont dit, mais c'est horrible ce truc, c'est une friche au début. Hein. Et la ville a pris peur, de dire, bon, alors on va l'enlever, mais la détruire, c'est trop coûteux, on abandonne, donc on ne l'enlève pas. Alors on va planter des arbres pour la cacher. Et ça, c'est très dommage, parce que l'idée était de donner une valeur, un peu comme un tableau, enfin quelque chose comme un objet qu'on valorise, à une diversité qui est arrivée par elle-même. Et il y a 7,50 m de haut, on ne peut pas y aller comme ça. Alors de temps en temps, on va faire des études pour voir comment ça s'est modifié. Ça a été la première mise en scène de cette idée-là de jardin du tiers paysage. Mais vous voyez qu'il faudrait sans doute, enfin, bon, c'est difficile, hein, arriver avec une tronçonneuse pour couper les arbres qui cachent le temps, mais c'est ce qu'il faudrait logiquement faire pour avoir une valeur pédagogique réelle, en disant ce qui est important, c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, il y a des peupliers blancs que je n'avais jamais vus, je ne comprenais pas comment ils étaient là. En plus, dans ce gravat est un peu poreux, comment se fait-il qu'ils arrivent à pousser là? Ils poussent là, et très bien, quoi. Alors maintenant, ils font des relevés, hein, donc ça marche. Ça aussi, c'est un autre problème, vous connaissez peut-être, c'est le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire, sur lequel j'ai fait un projet qui a été réalisé. Il y a 3 parties. La première, ça c'est les chambres d'éclatement qui existent, qui sont protégées avec les poutres. Là, elles ne le sont pas, parce que le travaux n'était pas fini, et là, il n'y a rien. Donc j'ai proposé que des arbres sortent des chambres d'éclatement, que là, il y ait des plantes qui poussent sur le béton, qui est poreux, avec un petit sol, mais rien. Hein. Puis après, ce sera la végétation qui arrive par elle-même sur le béton en question. Qu'ils venaient de nettoyer, et où il y avait quand même un pommier magnifique qui poussait, j'aurais voulu le voir. Bon, il n'y avait pas le droit. Donc j'ai fait ça a commencé, là on en est, les arbres, c'est des Populus tremula, on fait trembler la base avec les feuilles, voilà. Mais ça n'a pas beaucoup... ils ont abandonné la gestion, ce qui n'est pas très important. Cette diversité-là classique, dans des sols qui sont vraiment très très pauvres, sont des plantes xérophytes, elles arrivent à pousser dans un sol même très sec. Et puis l'endroit où on fait du relevé botanique à partir d'un sol où il n'y a rien. Malheureusement, alors ça c'est joli, hein, ça s'est beaucoup amélioré. Hein,
Là, je ne les ai pas tous, les images, mais enfin bon, non. Malheureusement, vous avez ce béton est poreux, disons heureusement, parce que c'est là que, comme ça que plein de plantes peuvent pousser facilement. Mais il y a des gouttes qui tombent. Une goutte qui tombe sur un sous-marin, ça devrait aller, quoi. C'est une base sous-marine, hein, c'était les sous-marins qui... Mais les Allemands avaient à ce moment-là embauché en prisonniers des maçons qui, paraît-il, auraient été, en tant que résistants, capables de faire un béton pour eux. Je ne suis pas très sûr, je crois que c'était comme ça. Peu importe. Le fait est que, oui, ça passe. Mais la base a été récupérée comme un centre culturel. Il y a des chambres en dessous où les gens viennent voir, étudier, je ne sais pas quoi. Enfin, et donc ça goûte. Alors on va détruire, enfin enlever tout le jardin, étancher. Et après, on ne sait pas s'ils vont le refaire ou pas. Bon, on verra. Mais on est là pour l'instant. Ça, c'est un belvédère. Alors là, pour le coup, là, il n'y a rien. C'est juste un point d'observation en Ardèche, où tous les reliefs étaient autrefois couverts de faïs, qui sont des terrasses où on cultivait. Et aujourd'hui, c'est devenu une forêt, comme j'expliquais au début. Donc il y a un petit bouquin qui donne une explication sur l'évolution, la transformation de ce paysage-là. Il s'appelle le belvédère des Liplaines. Voilà, c'était pour les aménagements. Ça, c'est pour les ateliers, écoles. À Stolac, le long de la Brigava, en étant en Bosnie-Herzégovine, on a pendant une quinzaine d'années fait des travaux avec des étudiants français, également bosniaques, également d'autres pays. Et puis on est allé en dehors du bord de la Brigava dans un autre endroit. Alors là, on est en Italie, mais avec les mêmes étudiants, dans des anciennes carrières abandonnées, où là, à Borgo San Nicola, on est près de Lecce, dans un endroit assez sec, où il y avait le roncier qui s'était mis partout dans la carrière, dans les débris de la carrière. La photo est prise depuis le haut de l'habitat. Les habitants disaient ça va pas du tout, on va le brûler, on va faire une poubelle et tout. Bon, on a dit non, on est venu faire avec les étudiants des tracés, des petites clairières, en expliquant que justement le roncier avait beaucoup d'importance, on a planté des arbres, etc. Et finalement ils sont venus, c'est devenu un parc dans les épines, mais ça marche. Ça, c'est aussi à Lecce, c'est la Manifatture Knos, 1 hectare d'asphalte, qu'on a donc désasphalté, pas partout, par endroits. Là, j'ai découvert quelque chose, c'est que les plantes qu'on a ajoutées là, qui nous ont été données d'ailleurs par des pépiniéristes et des gens autour, ont pu pousser beaucoup plus facilement que celles qui avaient à peu près le même âge, mais qui étaient autour dans des milieux naturels. Parce qu'avec les périodes de sécheresse qu'il y a eu, qui sont terribles, ben, l'asphalte protégeait de l'évaporation. Alors ça a été un peu surprenant, parce que ça a poussé très, très, très bien. Je ne vous conseille pas d'asphalter votre jardin, c'est pas mais c'est juste que c'est quelque chose qui n'était pas attendu. Bon, j'ai pas les toutes dernières photos, mais ça c'est paru dans un livre récemment, enfin bon, ça a beaucoup évolué, hein. C'est devenu même très boisé. Ça, c'est les travaux des étudiants du lycée Jules Eiffel, près de Nantes, où ils sont intervenus sur 8 hectares de friches, en faisant soit des tracés, soit des sculptures, enfin dans les haies, mais en respectant les principes de la protection de cette diversité, quelle qu'elle soit, et y compris en utilisant des plantes complètement épineuses, comme les ulex, ils en ont fait des sculptures. Et bon, enfin là, ils ne travaillent pas trop, mais d'habitude, oui, bien. Ils revenaient voir tous les ans hein, comment ça se passait, comment ça évoluait. C'est eux qui ont inventé le tracé dans les épines, dans les ronces. Je n'y aurais pas pensé. Alors ça, on ne peut plus le voir aujourd'hui, parce que ce roncier s'est effondré. Les arbres ont poussé. Tout ça, ça a commencé en 2004. On est plus de 20 ans après. Et en ce moment, les 3 enseignants, que j'appelle les 3 mousquetaires du lycée Jules Eiffel, qui se sont occupés de ces étudiants-là, ils sont en train d'écrire le livre qui raconte toute cette histoire-là. Donc on va en savoir plus bientôt. Et aujourd'hui, ben, vous ne voyez plus les ronces, il y a des arbres qui poussent partout. Alors, j'invite bon, mais je
je finis en vitesse avec le jardin planétaire. C'est la planète, le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin. Pour 3 raisons. La première, c'est la couverture anthropique. L'homme est partout. Le jardinier, lui, sur son jardin, il est partout aussi. Même s'il y a des endroits où il ne va pas parce que c'est pas commode, il sait à peu près ce qui s'y passe. Et nous aussi, on est dans l'observation avec les drones et autres choses. On a à peu près une idée de où on est. La deuxième, c'est le brassage planétaire. Le jardin, le premier jardin tel qu'il a été créé, arrive avec la première sédentarisation. Avant, il n'y en avait pas besoin. Lors de la première sédentarisation, ce qu'ont fait les hommes qui se sont arrêtés là, ils apportent ce qu'ils connaissaient, mais qu'ils ramassaient le long de leur parcours. Cueillette, voilà, la chasse, etc. Et ils les plantent. Donc il y a une importation. Mais avec les moyens de transport pour aller chercher des choses de plus en plus loin, surtout les plantes nourricières, ils vont aller en traversant les océans, et les tomates et les pommes de terre, ça ne vient pas de chez nous, etc. Donc c'est le jardin, le premier jardin, il est d'abord vivrier et un lieu du brassage planétaire. Après, il est aussi un peu modifié et il devient vaguement ornemental, peut-être. En tout cas, il y a tout ce qui apporte de l'agrément. Et puis, il y a les échappées du jardin, c'est-à-dire les plantes qui s'installent à côté du jardin par les graines, parce qu'elles sont dans leur biome. Un biome, c'est un espace de compatibilité de vie sous un climat déterminé. Si en plus le sol leur convient, elles s'installent là où elles peuvent, s'il y a la place. Et c'est comme ça que les plantes se développent en se mélangeant à une flore qui est là depuis un peu avant, mais on ne sait pas depuis quand. Vous imaginez que les chênes qu'on sacralise, ils n'étaient pas là il y a 10 000 ans. Ils n'étaient pas là. Parce que le climat ne leur permettait pas, parce que rien ne leur permettait. Et ils sont arrivés par les jets, on pense que c'est des oiseaux, depuis le sud de la péninsule ibérique et depuis le sud de la péninsule italienne. Allez hop, voilà. Mais nous, on dit les druides et je sais pas quoi. Mais non, ils n'étaient pas là. Et on est envahi par les chênes en plus. On ne le dit pas. C'est possible. C'est vrai que c'est un bel arbre. Voilà. Et puis la troisième raison, c'est l'enclos. Le mot jardin signifie enclos et paradis. Ça, c'est l'invention du langage en perse. Ok. Je suis d'accord pour les deux. Bon, paradis, c'est peut-être pas toujours, mais enclos, on est sûr que c'est ça. Parce que il ne se passe rien sans eau, et toute la vie est là. Elle est dans l'épaisseur de l'eau. Alors ça fait 10-11 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8-10 000 mètres en dessous, enfin bon, c'est ça, c'est un enclos de vivant. Toute la vie est là, mais en dehors de ça, on ne sait pas s'il y en a. Donc on est dans le jardin, avec les éléphants. Vous voyez ici les nuages orographiques sur l'île de la Réunion qui montent, se forment comme ça, voilà. Au-dessus, on monte encore un peu, il y a de l'humidité dans l'air au-dessus des nuages, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et puis vous avez l'eau de la mer, et, voilà. Et les habitants sont entre les deux, parce que sinon ils n'y verraient rien. Mais ils croient qu'ils ne sont pas dans l'eau, mais ils le sont. Là, il y a de l'eau, là, dans l'air, ici. Parce qu'on transpire, parce que... Bon. S'il y avait des conditions de la condensation, vous verriez tout de suite les gouttes d'eau. Les biomes. Sur la planète, on est donc avec des zones climatiques qui, il y a quelques années, avaient ce genre de dessin-là. Là, on est sous les zones sèches, ici, méditerranéennes, c'est plus loin. Bon, on peut les refaire autrement, mais peu importe. Et tropical humide, tropical sèche, etc. Il faut la refaire, la carte, parce que les climats changent. Mais en tout cas, une plante qui, elle, est originaire d'admettons, moi j'ai travaillé sur la Méditerranée pour le domaine du royaume, cette zone-là, elle peut aller s'installer en Californie ou dans le Chili central, ou inversement, ou en Afrique du Sud, voilà, ou en Australie du Sud. Elle pourra vivre là. Et c'est ce qui se passe quand elle voyage. Et elle voyage beaucoup. Le continent théorique, c'est l'ensemble de ça, en une seule figure. C'est Troll qui a fait ce dessin, je trouve que c'est très intéressant, mais évidemment qu'il faudrait aussi le faire changer. Les limites, disons, climatiques. Le seul
projet qui aborde le sujet du jardin planétaire en tant que jardin à une échelle un peu plus classique, c'est le domaine du Rayol, où il y a des séries floristiques qui arrivent de toutes les régions du monde où il y a un climat méditerranéen. Voilà. Là, on est Dracena draco, vous voyez, Canaries, les échiums de Canaries, climat méditerranéen, presque. Là, on est en Australie, avec ce qu'on appelait les black boys, parce que c'était pas très chic, mais enfin bon, c'est une plante pyrophyte. Maintenant, on les appelle grass trees. C'est mieux. Qui supportent le feu et qui ne vivent que dans des zones d'origine d'Australie. Là, on est en Nouvelle-Zélande, c'est limite climat méditerranéen un peu plus humide. Et tout ça, c'est le domaine du Rayol. Hein. Et là, on est au bord de la mer avec une plante endémique, protégée, tout comme il faut. Mais on ne sait pas depuis combien de temps elle est là. Les autres écoles du jardin planétaire, parce qu'on peut dire que le domaine du Rayol en fait partie, c'est à l'île de la Réunion. Là, en ce moment, ils sont en train de souffrir. C'est pas du tout habituel, parce qu'il y a toujours eu des répétitions des cyclones, y compris, bien sûr, sur l'île Maurice, pas très loin de là, avec la régulation de la population des chauves-souris qui sont endémiques et qui se multiplient énormément. Mais avec le changement climatique, tout change à un point tel que, il y a un développement des chauves-souris qui mangent les fruits que les humains veulent manger. Enfin, il y a une bataille. Ça, c'est l'école qui est en train de se faire en Roumanie, dans un pays où les modes de gestion sont encore, pour ce qui est du monde agricole, pas majoritairement, mais très nombreux, sont des activités, disons, artisanales, avec une grande diversité de production. Et là, il y a c'est AAA, Atelier d'architecture autogérée, qui fait ça, qui invite aussi des jeunes. Là, on est avec des gens de Limoges qui viennent travailler là-bas. Le résultat d'une faux, c'est une chose qu'on ne fait plus du tout chez nous, bien sûr. Là-bas, ça a beaucoup plus de raisons d'exister. Mais il se trouve que cette technique-là, qui est plus rapide que le rotophile, qui ne pollue pas, qui ne détruit pas les insectes, finit par avoir tellement d'intérêt qu'elle se répand. Et il y a des cours de faux à la main. Alors, les faux viennent de Roumanie, parce que c'est là qu'elles sont les meilleures, dans des territoires en France, dans les endroits où il y a la Château-Guyon, à la Ségur-le-Château. Bon, là, on est en Roumanie. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais tous ceux qui font ça, ils ont aussi leur téléphone de poche. Pas la question. Donc, quelque chose qui serait à inventer pourrait être une combinaison, inventée pour demain, de technologies anciennes très intelligentes avec des technologies modernes très intelligentes aussi, mais pas forcément IA. Pas obligé. La plus récente, elle est dans les jardins expérimentaux de la saline royale à Arquesnan, où on a fait le cercle complet avec des anciens élèves de l'école. Bon, je ne vais pas détailler, mais enfin disons que le cercle ancien, le demi-cercle a été réalisé, puis Claude Nicolas Ledoux n'a pas pu le finir. Ensuite, ça a été abandonné, récupéré. C'est un centre culturel de rencontre important. Et il y a là des jardins expérimentaux. Alors, juste pour finir là-dessus, on m'a demandé de faire le projet. Je ne l'ai pas fait moi tout seul. J'ai fait avec les anciens élèves, Vincent Maillot et Leila Toussaint, qui habitent Dijon, c'est pas très loin. On m'a demandé aussi de faire l'appel à projet pour les jeunes qui sortaient des écoles et qui vont s'inscrire et faire des jardins expérimentaux. Et je me suis adressé aux oursons métis. Alors pourquoi ? Suite à la lecture de livres de Baptiste Morisot sur les grizzlies et les polaires qui se rencontrent, changement climatique, je pensais qu'il y avait ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique depuis des années. Il aurait dû y avoir deux espèces différentes qui sont infertiles. Non, pas du tout.
finalement c'est la même. Et les oursons, ils naissent, bon, les parents, ils sont fatigués, ils ne savent plus comment faire ils ont dû changer de milieu, de climat, de pratique et tout. Et les bébés, ils naissent et ils se débrouillent. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Donc j'ai fait un appel comme ça en disant, vous êtes des oursons métis, s'il vous plaît, dites-nous ce qu'il faut faire. Parce que nous, on a fait beaucoup de bêtises, alors on va changer. Et il y a eu beaucoup de réponses. Là, on en est au début. Les travaux ça fait quelques années, là, maintenant, et on arrive à un début de jardins expérimentaux sur des séries floristiques adaptées au changement climatique, avec des modes de gestion écologique. Voilà. Mais je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Donc on finit sur des oursons métis, enfin sur des jardins. Et si vous avez des questions, et c'est Bruno qui prend le relais. Vous voulez après.